Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi de nous suivre aujourd'hui. Nous sommes l'émission Décryptage. Décryptage est une émission conçue et créée dans le but de promouvoir les réflexions scientifiques des jeunes dans les différents domaines juridiques, politiques, économiques et sociaux. De ce cas, dans ce sens, nous analysons et nous critiquons de manière cohérente et impartiale les sujets d'actualité dans les différents domaines. Alors, je ne suis pas seule aujourd'hui. Moi, c'est la présentatrice. Je suis Thérèse Amoba Ngonde. Alors, je suis là avec mes trois intervenants. Je commence par Monsieur Winer Moubaye. Il est juriste de formation. Bonjour. Bonjour. Monsieur Josué Kifukieto, il est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Et nous avons Monsieur Obed Ndandoula, il est juriste en formation. Bonjour. Bonjour. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler sur l'accord de Doha. L'accord de Doha qui fait actualité. Alors, dans cet accord, il est prévu un cessez-le-feu. Mais la question majeure ici, c'est que nous nous posons la question si ce cessez-le-feu est donc effectif. Alors, nous commençons par M. Winer. Il va analyser. M. Winer, que dites-vous de l'effectivité du cessez-le-feu de l'accord de Doha en République démocratique du Congo? Vous avez la parole. Merci d'abord pour la parole. Je me représente encore une fois de plus. Je suis Winer Mangala. Et alors, concernant le cessez-le-feu en République démocratique du Congo, moi je pense que c'est un processus qui va en vrille, comme on dit. C'est-à-dire que ça n'a pas d'effet palpable en fait. Parce qu'en vrai, si nous analysons et nous regardons ce qui se passe dans l'est du pays, nous constatons qu'il n'y a pas de changement. Malgré l'accord de Doha fait par le gouvernement congolais et puis le mouvement rebelle, comme on dit, AFC, c'est-à-dire Alliance Fleuve Congo, 1-23 autrement dit. Il n'y a pas de changement en vrai. Il y a des milices qui continuent dans les coulisses et puis voilà, il y a des combats qui ne cessent de s'acheminer. Ben voilà, on remarque qu'il n'y a pas de changement en fait. Donc pour être franc, en tout cas, étant patriote, je pense qu'il n'y a pas de changement en fait. Parce qu'il y a toujours de l'hypocrisie, comme on dit, politique et sous-entendu bien sûr diplomatique. Il y a un grand frère qui m'a dit un jour que le monde est grand, c'est le monde des hypocrites. Ah ouais. Et c'est ce que j'ai remarqué en vrai dans la politique congolaise. Donc il y a des pactes qui se signent, il y a des statuts et tout. On voit, c'est international, tout le monde voit que voilà, il y a du sérieux. Mais en vrai, au fond, il n'y a rien. C'est juste une entente sur papier et non sur terrain. Ce n'est pas palpable en vrai, c'est pas réel. Donc, Et juridiquement parlant, est-ce que un accord a un caractère obligatoire en droit international? En tout cas, oui. En tout cas, oui. C'est un caractère obligatoire. Parce que déjà, en droit, les traités internationaux, en vrai, priment sur des constitutions des pays, sur des constitutions nationales. En fait, ça c'est juridique. Mais personnellement, je n'ai remarqué aucun changement. Il n'y a pas de progression en tout cas. Donc on peut conclure que selon vous, ces points qui est contenu dans l'accord de Doha, je parle de l'effectivité du cessez-le-feu, n'est pas encore accomplie. Elle n'est pas accomplie. Elle n'est pas accomplie. Je suis allé plus loin pour dire qu'elle est. En fait, le cessez-le-feu est en vain. Parce que quand ça ne produit pas d'effet, ben voilà, ça n'existe pas. Ça ne produit pas d'effet. Alors, je passe la parole à notre deuxième intervenant, Monsieur Josué Kifukieto. Le même sujet. Qu'en pensez-vous de cesser le feu par rapport à l'accord de Doha, RDC?
Merci pour la parole. Moi, je pense que je suis d'accord avec mon confrère pour dire que cesser les faits n'est pas effectif. Pourquoi? Parce que il faut voir d'abord ce que les cesser les faits prévoient en quelque sorte. Qu'est-ce que la déclaration des principes dit? La déclaration des principes prévoit un engagement à un cessez-le-feu permanent, interdisant les attaques aériennes, terrestres, maritimes ou laquistes, ainsi que tous les actes de sabotage, la propagande haineuse et toute tentative de prise de nouvelles positions par la force. Un mécanisme de supervision et de vérification sera mis en place pour définir la modalité du cessez-le-feu et en garantir la mise en œuvre. Enfin, les parties conviennent également de s'abstenir de tout acte susceptible de compromettre le bon déroulement de ces processus. Mais si on voit sur le terrain, en réalité, il y a toujours des combats, il y a toujours les affrontements entre l'FCM 23 et l'armée congolaise. Donc on peut dire que c'est cesser les faits, c'est juste une parole que pour le moment on ne voit pas cette concrétisation. Et puis il y a un problème encore dans ce cesser les faits, c'est déjà la mauvaise volonté de la FCM 23. Parce que dès le début, la FCM 23 n'avait pas cette volonté-là de négocier avec le gouvernement congolais. Exactement. Je pense que c'est par la pression des Américains, après l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda, les Américains avaient décidé que la RDC doit négocier encore avec la FCM 23. C'est par là que la FCM 23 a accepté de partir négocier. Ouais. Donc, l'FCM 23 l'a fait malgré elle. Oui, c'est par contre sous pression de l'administration américaine. Et du moment où ce n'est pas de leur volonté de négocier avec le gouvernement congolais et leurs ambitions, c'est déjà de continuer à tuer et piller les sols congolais, mais ils ne vont pas respecter ces cessez-le-feu, c'est clair. Ils ne vont pas les respecter. Pour preuve, les cessez-le-feu normalement devaient entrer en vigueur, si je ne me trompe pas, les 19 en question, pour prendre fin les 29. Oui. Les 10 jours-là, on n'a rien vu. La situation n'a pas changé. Sur les fronts, il y a toujours des affrontements. Donc on peut dire qu'il y a une exécution de la part de l'ACM 23 due à la mauvaise foi. Oui, c'est clairement la mauvaise foi. Et on craint même pour la suite des négociations. Parce que ça montre clairement que l'FCM 23 n'a pas cette volonté-là de libérer des espaces qu'il occupe. Parce que dans les cessez-le-feu, on prévoit aussi d'abord le respect aussi de l'intégrité territoriale de la RDC. Oui. Mais on voit clairement que l'FCM 23 s'en fout de tout ça. Il continue à attaquer l'armée congolaise. Donc, ce sont juste les paroles comme les positions congolaises nous ont toujours habitués à beaucoup parler sur le terrain, des choses ne changent pas. Donc, on constate que cessez-le-feu n'est pas effectif et je ne crois pas, moi déjà dès le début, je ne croyais pas à la bonne volonté de l'FCM 23 pour respecter ces cessez-le-feu. Merci beaucoup, M. Josué Kifukieto. Donc, on peut retenir de vous que, selon vous, le cessez-le-feu de l'accord prévu dans l'accord de Doha n'est pas effectif du fait que les FCM 23 ne veut pas s'exécuter dû à la mauvaise foi. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Nous passons la parole à notre troisième intervenant. Obed Dandoula, la même question. Qu'en dis-tu du cessez-le-feu de l'accord de Doha? Déjà, merci pour la parole. En ce qui concerne le cessez-le-feu
du texte qui a été signé à Doha, moi je dirais que ce cessez-le-feu n'est pas déjà effectif. Pourquoi? Parce que je vais déjà essayer de rectifier quelque chose pour dire que, en vrai, ce n'est pas vraiment l'accord de Doha, mais plutôt une déclaration des principes. Parce qu'il y a une différence entre déclaration des principes et accord de Doha. Ce qui a été signé au Qatar le 19 juillet, c'était une déclaration des principes. Et dans cette déclaration des principes, avait pour but un cessez-le-feu. Mais nous allons voir, déjà dès le 19 juillet, le texte est signé. Moins d'une semaine après la signature, il y a eu des confrontations qui se sont reprises. Oui. Il y a eu des balles qui se sont fait entendre. Et voire même au mois d'août, je crois, il y a eu encore des batailles dans des zones du Nord Kivu, vous signalez aux zones de Nord Kivu. Voire même plus de 25 000 personnes ont été vues en fuite pour qu'ils puissent fuir, devaient fuir leur zone parce que les zones où ils étaient en guerre, étaient occupées, étaient en guerre. Et bien que le cessez-le-feu a été acté, mais le M23, l'AFC M23, n'a pas voulu déjà laisser les zones qu'ils avaient occupées bien avant. Donc le cessez-le-feu n'est pas du tout effectif. Et nous devons savoir qu'un cessez-le-feu qui ne préserve pas des vies humaines est un mensonge politique. Parce que le cessez-le-feu ne préserve pas des vies humaines. Des combats continuent. Donc tout ce qui était avant continue toujours. Aucun changement. Des balles retentissent toujours. Toujours il y a des morts, il y a toujours des victimes. Toujours des choses qui s'est passées avant cette signature. Donc pour moi, je dirais que cessez-le-feu n'est pas du tout effectif. Ok, merci beaucoup Monsieur Obed Ndandoula. Alors, pour trouver des solutions, il faut d'abord commencer par repérer le problème. Et c'est ce que nous venons de faire. Nous avons repéré les problèmes et nous avons donné nos avis quant à ce sujet. Maintenant, nous redonnons la parole à nos intervenants pour donner des propositions quant à ce sujet, des propositions qui peuvent constituer de voies de sortie quant à ce sujet. Et nous allons passer à notre deuxième sujet. Je remets la parole à Monsieur Winer Mangana. Qu'est-ce que vous nous proposez comme solution face à cette situation? Merci Madame pour la parole. En fait, j'aimerais faire une petite rétroactivité, comme on dit. Déjà, par analyse personnelle, j'ai fait une analyse un peu, disons, schématique concernant les problèmes, en fait, les enjeux qui sont palpables, en tout cas, qui font à ce que nous ne puissions pas aller de l'avant. Donc, comme nous l'avons repéré, comme vous l'avez dit, eh ben, nous devons et nous sommes dans l'obligation de pouvoir chercher des brèches, proposer des solutions. S'il faut, exactement, pour pouvoir pallier à ces problèmes. Déjà, nous avons remarqué que le cessez-le-feu n'est pas effectif, et ça c'est déjà un grand problème. Le cessez-le-feu n'est pas effectif, et des deux. Il y a dans l'accord qu'ils ont signé, ça veut dire le gouvernement congolais, et puis le mouvement rebelle AFC, M23, il est signalé dans cet accord qu'il devait y avoir une libération progressive des captifs, des prisonniers. Alors que nous remarquons que voilà, ça, en tout cas, ça n'a pas d'effet en fait. Ça n'a pas lieu en fait. Ce n'est pas effectif. Ça veut dire qu'il y a contradiction entre le gouvernement congolais et puis exactement le gouvernement congolais et puis de la part de l'AFC 23. Il n'y a pas libération
des prisonniers. Les AFC 23, les AFC M23 sont en train de prôner la libération totale de leurs prisonniers. Alors que dans la logique des choses, ça ne se fait pas comme ça. Ça devait se faire progressivement. Parce que déjà, je ne connais aucun contrat d'une telle envergure qui puisse se réaliser dans une telle allure. C'est vraiment une chose qui est presque impossible. Troisièmement, il y a une absence totale des mécanismes de vérification. Ça, en tout cas, on doit être conscient de ça. Une absence totale. Il n'y a aucun, jusque-là, personnellement, j'ai mené des enquêtes, j'ai vu qu'il n'y a aucun système qui est en train de suivre à temps réel ce qui se passe à l'Est. Normalement, ça devait être la MONUSCO avec des drones et tout, pour pouvoir voir les zones qui sont dans les hostilités et tout, pour pouvoir chercher à... Donc une manière de dire que le monde ne fait pas attention à ce qui se passe. Exactement. Donc ça devrait vraiment faire l'actualité, le cas de l'Ukraine et de la Russie. Mais en vrai, ici, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup trop de négligence. Et le quatrième point, c'est l'interprétation différente, comme je l'ai dit, c'est-à-dire les AFC, l'AFC M23 prône la libération totale, alors que le gouvernement congolais aussi veut le faire de manière progressive et tout. Voilà. Donc, on remarque qu'il y a déjà des failles dès le début de l'affaire et tout. Sinon, pour ma proposition, en tout cas, pour que nous puissions pallier à ce fléau, oui. Vraiment, je dirais premièrement, c'est d'abord la mise en œuvre d'un mécanisme hybride de sécurité. Je sais que ça va paraître un peu impossible politiquement, mais en vrai, même diplomatiquement. Qu'est-ce que vous voulez dire par mécanisme hybride? Hybride, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un mixage dans la sécurité. Ça veut dire dans l'est du pays, il faut qu'il y ait un système, une structure composée de mouvements. On les appelle pour pouvoir causer avec eux. Il faut qu'il y ait premièrement des membres, des combattants du mouvement rebelle, parce qu'on ne peut pas faire les choses sans eux. Ils veulent ce qu'ils veulent, et ben voilà, ils vont chercher à se prévaloir. Donc, ils sont indispensables. Okay. Il faut qu'ils soient là, les combattants du mouvement M23. Il faut qu'il y ait 50% pour eux. Il faut qu'il y ait 25% de la police, soit les militaires congolais. Et les 25% aussi, on ne peut pas éliminer, bien sûr, bien évidemment, comment dire, la société civile aussi. Parce que c'est la population qui en subit. Vous ne pensez pas que le fait d'associer le mouvement AFC dans les 50% du mécanisme hybride dont vous venez de parler, vous ne pensez pas que c'est comme un danger? Parce que vous parlez de la sécurité. Et comment les personnes qui sont à la base de l'agression, ceux qui tuent, ces personnes-là peuvent constituer encore le groupe de la sécurité? En vrai, si je donne un exemple, une illustration très simple et très rapide, il y a un feu, tu dors, tu es endormi dans la maison et tout, et puis il y a un feu, de manière brusque et tout. Il y a un feu dans un coin d'un mur, et puis voilà, pour éteindre le feu, que feras-tu? Tu dois approcher le feu. Il n'y a pas d'autre solution. Ah, donc vous pensez qu'il faut approcher? Il le faut, parce qu'on l'a déjà fait en fait. On a signé l'accord entre nous et eux. Ça veut dire qu'on s'est approché d'une manière réciproque en fait. Ok, vous vous êtes approché d'une manière réciproque, c'est vrai. Mais déjà, au premier pas, vous sentez que je peux dire, la personne avec qui vous voulez collaborer n'a pas cette bonne volonté.
est-ce que vous pouvez encore prévoir que parmi les solutions pour sortir de cette situation, il faut l'intégrer? Vous ne pensez pas que c'est un peu contradictoire? En tout cas, pour être franc, moi je pense, ça c'est d'après ma perception, Okay. je pense que pour pouvoir pallier à ces problèmes, ils sont indispensables. Ils sont On ne peut indispensables. pas faire les choses sans eux. C'est-à-dire, j'ai dit qu'il faut un système hybride. Il faut qu'il y ait 50% de la part du gouvernement congolais et 50% de la part De la FCM 23. C'est-à-dire 25% les militaires et la police congolaise, et puis aussi la société civile. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait équilibre et tout pour qu'on puisse pallier à ça. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une élaboration d'une feuille de route claire et contraignante. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des mesures prises, il faut qu'il y ait des mesures draconiennes puissent être prises pour qu'il y ait effectivité en tout cas de cette réussite en tout cas. Troisièmement, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps ici, il faut qu'il y ait une surveillance permanente. Ça veut dire que la MONUSCO doit en vrai nous venir en aide et faire son boulot. Il doit, je sais pas, lâcher des drones pour pouvoir surveiller en permanence. Suivre de près. Exactement, suivre de près tout ce qui se passe à l'Est. S'il y aurait des hostilités, directement les signaler sur le plan national et international, c'est-à-dire à la communauté internationale, pour pouvoir chercher à pallier à ces problèmes et tout. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci pour les propositions. Merci. Monsieur Josué Kifukieto, vous avez critiqué, vous avez dit que l'effectivité du cessez-le-feu prévu dans le principe de Doha n'était pas effective. Alors c'était dû à la mauvaise foi du mouvement rebelle FCM 23. Alors, quelles sont les propositions que vous pouvez nous fournir pour que nous essayions de voir qu'il y a quand même des solutions là, parce que le problème est déjà repéré. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je pense qu'à ce qui concerne les cessez-le-feu, pour le moment, c'est difficile, je vais dire même impossible de dire qu'il y a encore des solutions. Ils ont repris des négociations malgré le non-respect de ce cessez-le-feu. De ce qui était déjà prévu avant. Mais ils ont repris entre les négociations entre le gouvernement congolais et la FCM 23. J'ai appris qu'ils ont déjà repris. Ça veut dire qu'ils sont passés à autre chose déjà. Donc, moi, ce que je vais dire, il y a déjà une ambiguïté. Je vais dire même plusieurs ambiguïtés. Pourquoi? Par exemple, sur l'affaire des prisonniers, la libération des prisonniers entre le gouvernement congolais et la FCM 23. Tu vas voir, la FCM 23 nous dit que c'est le gouvernement congolais qui a freiné la libération des prisonniers et que ça fait partie des causes qui a fait en sorte que les cessez-le-feu ne soient pas respectés. Donc c'est là qui accuse le gouvernement congolais. De son côté aussi, le gouvernement congolais accuse l'FCM 23 qui n'a pas manifesté une bonne volonté pour respecter ce cessez-le-feu. Mais après, il part encore à négocier. Bon, pour le moment, on ne sait pas c'est quoi la posture du gouvernement congolais. Qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, peu importe, l'FCM 23 n'a pas respecté ce cessez-le-feu. Bon, on n'a pas de choix, on doit avancer. Mais le problème aussi, c'est lié aussi à la force sur terrain. Parce que n'oublions pas, en ce qui concerne des guerres ou des rébellions ou des agressions, quand il y a une négociation, la partie la plus forte a toujours tendance à imposer ce qu'il veut. Très bien. Ce qui fait en sorte, il ne faut pas que nous soyons hypocrites. Ce qui fait en sorte que l'FCM 23
puisse se sentir à l'aise du fait que l'armée congolaise n'a pas cette force-là, cette capacité. Donc la RDC ne négocie pas en position de force. En position de force, c'est clair. L'FC23, il savait que même s'il ne respecte pas c'est cesser les faits. Et des choses, oui, il n'y aura pas grand-chose pour preuve, il n'y a pas eu grand-chose. Ils ont repris des négociations. Donc, moi, je pense que la position déjà sur le terrain, la position sur les fronts, vu que c'est l'FCM23 qui occupe beaucoup de localités, et sur le terrain, on sent que l'armée congolaise a beaucoup de difficultés à affronter l'FCM23. Ça fait en sorte que même dans des négociations, l'FCM23 est toujours en position de force. Est-ce que le manque d'effectivité est dû au fait que les partis dans cet accord ont fait un semblant d'entente? Parce qu'on a l'impression que les deux parties ne se sont pas bien compris, oui. Et du coup, on ne sait pas quoi exécuter. Oui, c'est vrai. En réalité, cette négociation et même la déclaration des principes, l'accord des principes, moi je pense que c'est fait sous la pression américaine. Sous la pression américaine. Il ne faut pas qu'on puisse ignorer ça. C'est sous la pression américaine, sous la pression de l'administration Trump. C'est clair. On sent le gouvernement congolais a cette volonté-là de négocier. Oui, parce que pour nous les Congolais, pour le gouvernement congolais, nous avons besoin de la paix. Et quand il faut négocier, on s'est dit non, nous sommes prêts à négocier. Pourquoi? Parce qu'au départ, la posture de notre gouvernement, la posture du président de la République, il a même répété plusieurs fois qu'il n'allait pas négocier avec l'FCM23, il le disait. Oui. Mais il a changé de posture, je pense, après l'accord entre la RDC, le Rwanda. Je pense que notre gouvernement et le président de la République, surtout, le président de la République a compris que pour réussir, pour réussir à vraiment amener cette paix en RDC, il faut négocier seulement avec l'FCM23. Et vu que l'administration américaine a demandé, moi je pense, a demandé au gouvernement congolais que pour finaliser ce processus, ça demande que vous puissiez négocier avec l'FCM23. Nous avons dit, le gouvernement congolais s'est dit non, nous sommes prêts à négocier. Mais du côté de l'FCM23, on sent déjà que c'est pas fort. S'ils sont là, c'est pas fort. C'est pas ce qu'ils veulent. C'est pas ce qu'ils veulent. Donc, je pense que pour le moment, il est difficile de revenir encore sur un cessez-le-feu. Du moment où les deux parties négocient déjà pour un accord global. Donc, la proposition pour les cessez-le-feu, pour le moment, ça n'a plus d'importance. Selon moi, ça n'a plus d'importance. Du moment où ils négocient déjà pour l'accord global. Donc, ce que les Congolais peuvent retenir, qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Alors, on peut donc conclure, selon vous, M. Josué Kifoukié, que l'effectivité du cessez-le-feu, selon vous, c'est quelque chose à oublier. C'est quelque chose à oublier parce que nous avons déjà dépassé cette étape. Ouais. Ok, merci beaucoup. Nous passons la parole à notre troisième intervenant. Monsieur Obed Dandoula, quelles sont vos propositions quant à cela? Déjà, avant d'arriver à donner des propositions, je vais essayer de clarifier encore quelques points. Comme je l'avais dit, cet accord qui est signé à Doha, l'accord de Doha, qui n'est pas vraiment totalement un accord selon moi, mais une déclaration des principes. Et dans cette déclaration des principes, il y avait deux parties qui sont représentées. Il y avait le gouvernement congolais et il y avait l'AFC M23. Donc j'aime les appeler seulement M23. Et dans cet accord-là, il stipulait que nous devions avoir un cessez-le-feu. Donc pour un moment, de confrontation devait s'arrêter pour aller à un accord final, à un accord global, qui était prévu, je crois, le 25 août, mais jusqu'à ce jour, cet accord n'a jamais eu lieu.
Et déjà, nous devons savoir que dans une déclaration des principes, qui n'est pas totalement un accord, dans une déclaration des principes, les partis s'engagent moralement et politiquement à négocier. C'est comme une ouverture à un accord, si je peux le dire. C'est comme une porte d'entrée pour un accord. Donc avant d'aller à un accord, vous devez d'abord vous asseoir pour négocier. Et c'est ce qui a été fait dans cette déclaration des principes qui a été actée le 19 juillet 2025. Et il y a eu négociation entre les M23 et le gouvernement congolais. Et déjà, pour des propositions, nous devons savoir que, comme le confrère l'a dit, le confrère de ceux qui vous l'a dit, moi aussi personnellement je pense que nous avons déjà passé ces stades-là, de donner des propositions en ce qui concerne cela. Parce que déjà, le cessez-le-feu n'a pas été respecté. Pourquoi? Parce que dans une déclaration des principes, il n'y a pas vraiment une force contraignante, vraiment. Il n'y a pas une force contraignante. Donc, tu peux le respecter ou pas, il n'y aura pas de sanctions qui vont peser sur toi. Et voilà même le pourquoi l'FC M23, lui, à son tour, n'a pas pu respecter ces cessez-le-feu. Et nous avons tous remarqué cela. Donner encore des propositions sur ça, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Mais si nous devons donner des propositions pour restaurer la paix, là, je suis partant pour donner des propositions pour retrouver la paix à l'est de la RDC. Et je dirais que pour moi, la proposition serait de signer un accord global. Parce que nous allons voir qu'avec un accord global, déjà il y a une force contraignante, il y a des mesures concrètes, bien détaillées, il y a aussi des sanctions qui pèsent sur la personne qui viole l'accord. Vous voyez? Et signer déjà un accord, je dis que deux propositions. Un accord global entre les RDC et le M23. Oui, M23. Parce que jusque-là. Vous rejoignez les propos de. Oui, je rejoins le propos du confrère Binaire. Parce que c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose déjà. Nous référons avec l'accord de Sun City de 2002 qui opposait le gouvernement congolais avec le MNC, le mouvement de Jean-Pierre Mbemba. Donc vous allez voir qu'on a fini toujours par trouver un accord. Parce que ce n'est pas quelque chose de mal d'aller, parce que la paix ne se fait pas par la guerre. La paix se fait par la négociation. Donc le seul moyen, selon moi, d'établir la paix à la RDC, c'est de négocier. Donc déjà, nous devons signer un accord global entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Et ma deuxième proposition est celle-ci, de réorganiser les FRDC. Comme le confrère Josué l'a dit, si l'une des raisons même qui a fait en sorte que le M23 ne puisse pas respecter ces cessez-le-feu, c'est parce que notre armée, l'armée congolaise, n'a pas vraiment, je ne sais pas comment je pourrais le dire, n'a pas vraiment une force vraiment, si je peux dire le mot, n'est pas vraiment bien organisée. Ouais, bien organisée. Il y a du désordre déjà dans nos troupes armées. Et cela fait en sorte que l'infiltration, cela fait en sorte que les M23 s'est dit, même si je viole ces cessez-le-feu, je ne crains rien. Parce que l'armée déjà est incapable d'instaurer la sécurité, d'instaurer la paix sur le territoire. Est-ce que vous ne pensez pas que la mauvaise foi de la SM23 dont venait d'évoquer M. Josué Kifukieto, oui, ça n'empêchera pas, cette mauvaise foi-là n'empêchera pas que même l'accord qui est projeté, puisse être respecté. Parce que rien ne nous garantit que la SM23 va peut-être respecter cet accord. Peut-être qu'ils peuvent aussi continuer avec cette mauvaise foi. Effectivement. Mais comment la RDC va s'en sortir dans cette situation? Déjà, nous devons savoir, dans l'état actuel des choses, le gouvernement congolais et le M23, c'est le gouvernement congolais qui a l'étiquette des faibles parce que
nous n'avons pas déjà cette force-là, comme je l'ai dit, notre armée éparpillée, du désordre, infiltrée. Nous ne pouvons pas assujettir les FCM 23. Déjà, eux, ils sont déjà plus bien équipés que nous, déjà on peut les dire, avec leur armée bien équipée plus que nous. Donc, déjà, eux, ils sont en position de force. Déjà dans les négociations, quand déjà tu pars négocier, que tu es en position de faiblesse, c'est déjà un problème. Parce que c'est, comment je peux dire, c'est comme si... En droit international, le droit international, c'est un monde de rapport de force. Oui, c'est un peu ça, rapport de force. Et on sera comme des victimes, en fait. On est comme des victimes et on sera maintenant obligé de suivre leur démarche, en fait. La façon leur façon de marcher, en fait. Parce que jusque là, vous avez vu, nous, on est venus, et ils sont venus. On a signé une déclaration de principe. On stipule que non, on cessé les feux. Mais eux, ils repartent. Moins d'une semaine après ces textes-là signés, ils déclenchent encore des confrontations pour dire qu'ils s'en foutent complètement de vous. Et c'est pourquoi j'ai dit, il est primordial et indispensable de réorganiser les FARDC. Encore de les équiper avec des armements solides, afin déjà d'instaurer la sécurité, la tranquillité et la paix. Et faire la force de la République démocratique. Effectivement. Monsieur Joseph Keto, vous avez la parole. Oui, j'allais dire, je suis d'accord avec ce que mon confrère dit, mais j'allais ajouter quelque chose. Par rapport à la question, qu'est-ce qui nous garantit que la bonne foi sera... Oui. En fait, nous, le gouvernement congolais, nous-mêmes, la population congolaise, nous ne comptons pas sur la bonne foi de l'FCM 23, non. Notre garantie, c'est la pression américaine, la pression de l'administration américaine. Notre garantie, c'est la communauté internationale. Voire même les sanctions qui vont peser. Sur l'FCM 23. Les sanctions. Et moi, je peux dire même, aller plus loin, notre garantie, c'est de se baser sur l'ego de Donald Trump. Genre, quand Trump se dit que non, j'ai terminé la guerre en RDC, et avec son ego, lui, il croit qu'il est le maître du monde, c'est lui qui gère le monde, c'est lui qui met fin aux guerres, du fait qu'il déclare à chaque fois dans des interviews qu'il a mis fin à la guerre en RDC. Et si c'est que l'FCM 23 est entré dans empêcher l'effectivité de ces paix ou de la fin de ces guerres, c'est là maintenant que Trump peut réagir. Nous comptons sur Trump. Et vu qu'il a son obsession d'obtenir le prix Nobel de la paix et tout ça, il veut se revendiquer qu'il est le seigneur qui maîtrise toutes sortes de guerres. Je peux dire, c'est notre seul espoir, notre garantie. Et vous ne pensez pas que se baser ou se fier seulement à la communauté internationale, les États-Unis, le président Donald Trump, vous ne pensez pas que si à l'interne vous n'êtes pas fort et que vous ne comptez que à l'extérieur, vous ne pensez pas que c'est une forme de... Je dirais la force là, pour le moment, le Congo n'est pas fort. L'armée congolaise n'est pas forte, elle ne sera pas forte demain. Elle ne sera pas forte au mois de décembre ou au mois de janvier. On parle de l'équipement de l'armée, ça prend du temps. Ça fait beaucoup des années que la RDC a été privée, la communauté internationale nous avait interdit d'acheter des armes, des munitions. Ça veut dire que notre armée est largement en retard sur le plan équipement, sur le plan logistique, sur le plan tactique. Donc nous ne pouvons pas l'ignorer. Pour le moment, notre armée n'est pas dans une position de force. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle sera dans une position de force. Donc, n'attendons pas qu'au mois de juin, que la FARDC soit capable de maîtriser la FCM 23. C'est pour cela on se dit que notre espoir est basé sur la communauté internationale
et l'administration américaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que mon confrère a dit, nous comptons sur les sanctions qui peuvent venir. Ce sont les seuls moyens pour lesquels l'FCM23 peut être contré de respecter l'accord. Ce sont des sanctions qui peuvent peser sur eux. Mais vous ne pensez pas qu'attendre que la communauté internationale réagisse est une perte de temps pour la République démocratique du Congo, dans ce sens où nous parlons d'une guerre de 30 ans, près de 30 ans. Il y a eu des gens qui sont morts. Les présidents se sont succédés ici dans ce pays. Alors pourquoi vous n'avez pas songé, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a commencé il y a des années, pourquoi vous n'avez pas songé prévoir en avance une armée forte et équipée? Merci pour la question. Mais là, c'est clair, c'est la mauvaise foi des autorités, des politiciens congolais. C'est la mauvaise foi. Donc de là, alors, il ne faut pas accuser les CM23. Non, on accuse l'AFCM23. Vous n'avez pas la volonté de défendre votre côté. En fait, nous, on a cette volonté. Mais ceux qui sont au pouvoir, est-ce qu'ils ont cette volonté? Ceux qui sont au pouvoir sont aussi congolais. Oui, ils sont congolais, comme ceux qui sont aussi à l'FCM23, d'autres sont congolais. Il y a une différence entre être congolais et être patriote. C'est deux choses distinctes. Et nous ne pouvons pas ignorer, il y a ceux qui sont dans l'FCM23 qui sont des Congolais. Nam a dit qu'il est congolais. C'est un Congolais qui tue ses frères congolais. Et les problèmes de notre armée... Donc durant ces 30 ans, vous n'avez pas eu de patriotes à la tête du pays? Je n'irai pas dans ce sens-là dire qu'il n'y a pas eu de patriotes. Je ne vais pas utiliser cette posture, mais moi je vais dire qu'il n'y a pas eu la volonté du gouvernement congolais de réorganiser l'armée. Pourquoi? Parce que quand déjà, dans un pays où il y a du désordre, dans un pays où les finances publiques sont très mal gérées, dans un pays où les politiciens, ceux qui gouvernent, pensent seulement à s'enrichir, nous ne pouvons pas attendre que l'armée soit forte, réformée forte. Non, c'est depuis Kabila, avant de... je vais laisser la parole à mon confrère, c'est depuis Kabila. L'armée n'était pas organisée, l'armée n'était pas bien équipée et l'armée n'était pas organisée, l'armée était infiltrée. L'armée était déjà infiltrée. Maintenant, c'est maintenant que moi je vois, je ne dirais pas à 100% ou même à 20%, je sens un peu cette volonté-là de réorganiser l'armée. Mais ce n'est pas quelque chose de facile, on parle de l'armée. Ça demande de l'argent. Il y a des pays, par exemple, comme des États-Unis, il y a des années où ils ont investi plus de 300 milliards de dollars pour leur armée, pour l'organisation de leur armée. Tu vois? Maintenant, nous ici, notre budget ne vaut même pas 30 milliards. L'armée demande de l'argent. Et puis, il y a aussi un problème, c'est cette communauté internationale-là qui nous a mis aussi dans les pétrés, il faut le reconnaître. Comment un pays agressé, la communauté internationale interdit un pays agressé de se réarmer? C'est déjà un problème. Comment un pays va se défendre quand il n'est pas armé? Un pays agressé, mais il n'a pas cette autorisation-là de se procurer des armes. Et ça c'est un problème. C'est un grand problème. Et ce sont des conséquences, comme vous avez dit, Madame Teresa, depuis 30 ans. Depuis 30 ans. C'est ça qui font perdurer, en tout cas, la guerre pour RDC. Donc la communauté internationale, si je peux le dire, on peut retenir que la communauté internationale, au début, n'a pas fait partie de votre combat. Moi, je pense que dans le sens de vous aider à sortir de la situation, et c'est maintenant que la communauté internationale récupère la situation pour prétendre ramener des solutions. Ouais, la responsabilité est partagée, selon moi, j'ai compris là. Il y a la responsabilité de la communauté internationale
qui, dès lors cette guerre a commencé, ne nous a pas aidés. Tu vois? Deuxièmement, c'est aussi les gouvernements congolais, les autorités congolaises eux-mêmes aussi. Ils n'ont pas de volonté. Oui. Alors, je reviens à M. Obed. Vous avez dit, premièrement, signer un accord global. Oui. Deuxièmement, Réorganiser l'armée. Réorganiser l'armée congolaise. Et troisièmement? J'aimerais ajouter quelque chose. Oui, allez-y. Comme ça venait de se dire ici, que cette guerre a duré 30 ans, nous devons voir que pendant ces 30 ans, il y a eu, si je peux dire, l'insouciance de la communauté internationale qui regardait de travers cette guerre, à un point où nous avons eu un embargo qui nous interdisait de se procurer des armes. C'est comme si deux enfants sont en train de se battre et tu prends là, tu l'attaches le main et tu lui dis de se battre. C'est déjà un handicap pour eux. Et je vais aller plus loin pour dire que moi je ne suis pas totalement du fait que nous puissions mettre toute notre confiance sur l'administration Trump ou l'administration des États-Unis d'Amérique pour cette guerre. Pourquoi? Parce que pourquoi j'ai dit ça? Ce qui est important, c'est de réorganiser notre armée. C'est la plus importante. Moi, je me dis, si nous avions eu une armée forte, une armée bien équipée, nous n'allons pas se retrouver dans ce genre de situations comme aujourd'hui, où il y a eu des villes stratégiques aux mains des rebelles, où déjà la rentrée bientôt, nous ne savons pas comment les enfants vont faire. Oui. Donc, ça pose problème, voire même pour le retour de notre compétition de football il y a d'autres équipes qui ne se portent pas garant de venir de jouer parce que ils se trouvent à Goma dans des zones de guerre. Comment ils vont, ça va se jouer. Vous voyez, l'effet seulement de se baser toujours, de nous remettre toujours à la communauté internationale, à tel pays, c'est ça qui a fait durer cette guerre plus de 30 ans. Déjà, on s'est basé sur les faits, on laisse la communauté internationale, tout ça, l'ONU, tout ça, et on oubliait notre armée. L'effet d'oublier, de réorganiser, d'équiper notre armée, bon, je ne vais pas dire oublier, mais c'est fait là qu'on avait un embargo. Cela nous empêchait de bien structurer notre armée. Pour moi, je dirais, il faut aussi réorganiser notre armée. Moi-même, parmi mes propositions, il faut même, je vais rectifier l'ordre. Premièrement, on doit commencer par réorganiser notre armée. Réorganiser l'armée. Question que la RDC soit en position de force. Oui, c'est ça. Question que la RDC, nous devenons à un point d'égalité, vous voyez, que nous reprenons la force. Réorganiser notre armée et puis signer un accord. Parce qu'aujourd'hui ou demain, l'administration Trump va passer. Et qu'en est-il de nous dans 5 ans, dans 10 ans? Parce qu'actuellement, nous voyons le bout du tunnel. Nous se disons, non, nous espérons, nous sentons un changement. Mais qu'en est-il des 5 ans, 10 ans? Parce que nous ne voulons pas quelque chose qui a duré 30 ans, une paix précaire. Que nous puissions voir encore une paix éphémère et puis au bout de 5 ans, que la guerre reprenne encore 30 ans encore. Donc on ne veut pas ça. Nous voulons une paix durable, une paix totale. Merci beaucoup, monsieur. En tout cas, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'avoir des co-débatteurs pertinents. Ça fait du bien. En fait, j'aimerais juste essayer de leur paraphraser un petit peu. Déjà, la communauté internationale fait preuve d'une malice hors norme, selon moi. C'est une malice sans précédent. Ça veut dire que depuis 30 ans, en fait, je dirais depuis plus de 30 ans, que ça fait plus de 30 ans que perdure la guerre à l'est du pays. Effectivement. Dans plusieurs provinces en plus. Donc nous remarquons que, et puis ce genre de crimes, ce genre d'infractions, ce sont des crimes graves. En droit, ça s'appelle des crimes. Ça veut dire que c'est une particularité des infractions très graves. Et pendant 30 ans, il n'y a pas eu de solution. Un génocide. Personne, des génocides, des crimes de guerre, des crimes d'expression incroyables. Ce sont des trucs qui se font là-bas. Donc il n'y a pas
sauter dessus. Donc, en vrai, je pense que la communauté internationale fait preuve d'une négligence, en tout cas sans précédent. Il y a un truc, il y a un monsieur qui a dit un jour, il s'appelait Ernest Che Guevara. Il a dit un jour, celui qui n'a pas le pouvoir de se rébeller n'a pas le droit de se lamenter. C'est-à-dire que si tu n'as pas le pouvoir de te rébeller, de prendre toi-même en charge tes propres responsabilités, tu n'as pas été lamenté. Tu n'as pas été lamenté en fait. On ne peut pas rester là, borné, figé, être là, la communauté internationale, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Non. La vie, ça ne fonctionne pas comme ça. La vie, pour avoir un truc, eh ben, tu n'as qu'à te battre. Parce que tu ne seras pas là, à la maison, chez toi, il y a un feu qui se déclenche et puis tu donc on peut conclure que selon vous, la solution ou la force doit provenir d'abord à l'interne. À l'interne. Oui. Monsieur, je suis... Je voudrais pensez à chuter, monsieur. Ouais, vite, rapidement, juste équilibrer quelque chose par rapport à ce que les confrères ont dit. En fait, nous sommes tous Congolais, mais il y a des choses qu'il ne faut pas ignorer. On parle d'une guerre et on parle d'un pays qui n'arrive même pas à financer les aspects mineurs de la vie. Vous voyez? Comme moi j'ai dit que la réorganisation de l'armée congolaise, non, je parle d'abord de pression américaine et de la communauté internationale. Nous ne pouvons pas ignorer la réorganisation de l'armée congolaise. Je pense que même la posture de notre gouvernement. Notre gouvernement viendra après l'accord, après la paix. Pourquoi? Parce que si notre gouvernement était capable de se réorganiser dans 3, 4, 5, 6 mois, je ne pense pas que nous serons là derrière les Américains et la communauté internationale. Ce qui veut dire, sur le plan, il ne faut pas que nous puissions l'ignorer, sur le plan financier, sur plusieurs aspects, c'est difficile pour la RDC maintenant de se dire non, nous avons réorganisé. On parle de l'armée, je précise bien. De l'armée, quelque chose qui demande de l'argent. Oui. Et on ne peut pas se en temps de guerre aussi. Parce que d'abord, réorganiser l'armée en temps de guerre, c'est quelque chose de difficile. Moi, je sais, une bonne armée se construit pendant la paix, en quelque sorte. C'est un beau moment de guerre que vous allez maintenant réorganiser l'armée. Moi, je pense dire que, je suis d'accord avec mes confrères, mais dire que notre solution viendra directement de la réorganisation de l'armée congolaise, je pense que ça c'est... je peux dire quelque chose, c'est mentir en soi. C'est clair, pour le moment, la RDC doit compter sur l'intervention et de la communauté internationale et de l'administration américaine. Mais c'est la raison pour laquelle même le gouvernement congolais est parti négocier. Parce qu'il sait que réorganiser son armée pour venir défendre, il y aura des Congolais qui vont mourir. Réorganiser, on ne sait pas ça va nous prendre combien de temps. On peut réorganiser l'armée pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et puis il y a des gens qui continuent à mourir. Moi je pense, la posture est celle-ci. Négocier l'accord. Parce que, comme moi je dis que nous comptons sur la pression américaine. Ouais, je chute. Nous comptons sur nous comptons sur la pression américaine. Je veux dire, c'est une garantie pour nous. Tu vois? Genre, le gouvernement congolais incapable d'affronter celle ou de pourchasser, je veux dire en raison du M23, il cherche la voie de la paix par une négociation. Mais sous couverture de la communauté internationale, il ne faut pas dire plus loin. Et la réorganisation de l'armée viendra maintenant après cet accord-là. C'est pendant ce temps que l'armée congolaise, le gouvernement congolais doit penser maintenant à réorganiser notre armée. Merci beaucoup pour vos différentes interventions.
passons maintenant à notre deuxième sujet. Alors, nous restons toujours dans l'accord du principe de Doha. Alors, est-ce que la RDC est-elle gagnante partant de la manière dont les choses se déroulent, dans la ligne où vont les choses? Est-ce que la RDC est-elle gagnante, messieurs Josué Kifukieto? Je commence par vous. Je pense que c'est très tôt pour dire qu'elle est la RDC gagnante. Où sera-t-elle gagnante? Oui, où sera-t-elle gagnante? Pourquoi? Parce que je prends déjà la pensée de mon confrère Robert. On parle là d'un accord de principe. Ce qui veut dire, ce n'est pas un accord global. L'accord de principe marque en quelque sorte la volonté des deux parties à négocier. C'est ça. Deuxièmement, elle définit les conditions générales. Parmi les conditions générales, nous avons vu les cessez-le-feu, libération des prisonniers. Toutes ces choses forment les conditions générales que les deux parties se sont attendues pour parvenir maintenant à une négociation pour un accord global. Maintenant, pour dire que la RDC sera-t-elle gagnante, moi, j'aimerais voir d'abord l'avant-projet de l'accord. Parce qu'avant de paraffer l'accord global, de signer, il y a l'avant-projet de l'accord qui doit être déjà signé et publié. Ouais. Je préférerais attendre l'avant-projet de l'accord, mais je vais déjà en avance dire quelque chose. N'oublions pas, la RDC a sa feuille de route souhaitée, là sa position politique et ses lignes rouges. Ouais. Notamment, j'avais attendu ne pas céder nos territoires et tout comme ça. Ouais. Mais nous ne pouvons pas oublier, dans une négociation, il y a toujours des concessions à faire. C'est ça. Dans une négociation, il y a toujours des concessions à faire. Genre, tu ne peux pas tout avoir. Tu as ta feuille de route, mais il y a des concessions toujours à faire. Il y a des choses que tu ne vas pas avoir. Tu n'auras pas tout. Maintenant, l'avant-projet de l'accord va nous déterminer. Est-ce que la RDC est-elle gagnante? Si la RDC est gagnante, avec combien de pourcentage qu'on peut espérer que cet accord sera bénéfique pour la RDC? Mais il ne faut pas aussi oublier. Hier j'ai lu un article de actualité.cd. Ils analysaient en fait l'accord entre la RDC et le Rwanda. Et ils ont dit que c'est les 30 tâches qui ont été retenues pour cet accord. Pour le moment, jusqu'à présent, il n'y a que 14 tâches déjà qui ont été réalisées. Mais sur les 14 là qui ont été réalisées, il n'y a que 19,1% de la réussite. Maintenant, je précise bien, j'ai lu un article, c'est pas Josué Kifukieto qui a dit ça, mais c'est un article de l'actualité.cd. Ouais. Maintenant, ce qui veut dire, ils analysent en quelque sorte les réussites des accords en Afrique. Tu vois? Parce que signer l'accord, c'est bien, mais c'est la réussite qui est vraiment plus importante. Ouais. Parce que on peut signer aussi cet accord. La RDC peut avoir aussi des garanties. La RDC peut avoir aussi des obligations où la feuille de route de la RDC peut être aussi respectée, oui. Mais est-ce que la réalisation de l'accord sera vraiment effective? Parce que c'est ça le problème. Moi, avec l'Afrique, avec la RDC, je n'aime plus chanter la victoire avant, on m'a dit chanter la victoire avant la guerre. C'est sur le terrain que nous saurons réellement si cet accord entre la RDC, l'AFC et l'AFC M23 sera vraiment gagnant pour la RDC. On peut conclure que selon vous décidez de vous abstenir, de vous prononcer de vous prononcer si la RDC est gagnante ou pas. Ouais, parce que... Vous vous abstenez. Oui, du moment, du fait où
la majorité des accords qui sont signés en Afrique souvent ne sont pas respectés. Souvent, il ne faut pas qu'on puisse ignorer ça. Et deuxièmement, non, même si elle était respectée, vu que je n'ai pas encore lu, on n'a pas encore lu l'avant-projet de l'accord, pour que nous puissions connaître qu'est-ce qui est écrit. Parce que moi j'ai appris, ce sont des rumeurs, j'ai appris que l'AFCM 23 revendiquait la gestion de la partie Est, Nord Kivu, Goma, Bukavu, pendant 5 ans. Ce sont des rumeurs, je pense que ce sont des rumeurs. Tu vois? Avec déjà ce genre de pensée, est-ce qu'on peut dire que la RDC attendre l'avant-projet de l'accord, les lire, et après l'avant-projet de l'accord, si l'accord est signé, maintenant c'est sur terrain que nous allons confirmer si la RDC sera gagnante. La RDC sera gagnante, parce que la RDC ne part pas déjà à position de force. Il ne faut pas l'oublier. Merci. Passons la parole à M. Minière. Est-ce que la RDC est gagnante? C'est long. J'aimerais beaucoup plus aborder cette question dans le contexte de la finalité. Parce que mon prédécesseur a déjà tout dit. Et je serai vraiment très bref. En vrai, comme finalité, si l'on parvient à une suite favorable de l'accord de Doha, ça sera une chose formidable pour la RDC. Ça sera vraiment mémorable. Parce que déjà, en premier lieu, il y aura une paix palpable en tout cas. Non seulement visible, mais palpable, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que déjà, depuis 30 ans, ça c'est connu de tous. Il y a des hostilités, des perturbations à l'est du pays et tout. Donc, premièrement, il y aura déjà une paix à l'est du pays. Deuxièmement, les déplacés internes, les déplacés internes vont retrouver leur maison, ils vont retrouver leur territoire en Congolais. Parce qu'il faut que des démarcations soient faites entre les déplacés internes et des réfugiés. Voyez-vous? Parce que les réfugiés, ce sont des patriotes, par exemple, d'un autre pays, qui sont venus se réfugier dans un autre pays, fuyant quelque chose de mauvais. Ouais. Mais quand il y a des patriotes d'un pays quelconque, d'un pays X, qui ont fui quelque chose de pas bien, c'est-à-dire la guerre ou autre chose, dans leur pays, ça c'est pas des réfugiés, ce sont des déplacés internes, ce sont des Congolais. Ceux qui vivent des atrocités à l'Est, ce sont des Congolais comme moi et vous. Ouais. Donc, ça ferait en sorte que ces déplacés internes puissent retrouver leur famille, puissent retrouver leur maison, bien qu'ils ont perdu des êtres chers, ils ont perdu peut-être tout ce qu'ils avaient. Et troisièmement, il y aura aussi une image beaucoup plus lucide, beaucoup plus logique, pesante d'ailleurs, sur le plan diplomatique. Parce que quand on réussit à pallier à ces problèmes, ça va nous donner une force, une image un peu plus révolue de ces pays. C'est ce que je peux dire. Donc, selon vous, vous pensez que la RDC est et sera gagnante par rapport à tout ce qui se passe, bien que l'accord signé. Au cas où, j'ai précisé, au cas où, ça, nous parvenons à l'effectivité de l'accord de Doha. Voilà. Au cas où nous parvenons. Et surtout, un dernier détail, sur le plan minier, parce que ce n'est pas seulement la guerre qui s'est fait là-bas, qui s'entreprend là-bas, mais il y a aussi des pillages, parce que la guerre occasionne des pillages de minéraux et tout, des biens, des ressources qui font en sorte que les gens s'enrichissent jour et nuit de manière illégale. Donc ça fera en sorte que nous puissions conserver aussi, parce que la paix, comme on les a dit
quand je fus étudiant à l'Université libre d'études sociales, il y a un professeur qui m'a dit, parce que c'est le droit, c'est comme ça, il se quedas ibius, c'est-à-dire là où il y a le droit, il y a la société forcément, vice-versa. Voilà. Et ce droit-là ne peut pas régner là où il y a le désordre. Il faut qu'il y ait l'ordre, il faut qu'il y ait la paix, pour que la justice puisse prendre convenablement sa place. Merci beaucoup, merci beaucoup. Obed Dalula, M. Obed Dalula, est-ce que selon vous, vous pensez que dans la vie où on prend les choses, la RDC sera gagnante? Avant de répondre, j'ai besoin d'un éclaircissement. Nous parlons de la RDC gagnante par rapport à l'accord ou par rapport selon l'évolution des choses. Selon l'évolution des choses. Donc, partons déjà de l'accord de principe de Doha, avec tout ce qui est prévu, et ce qui est en cours. Déjà, le principe de Doha, déclaration des principes à Doha, étant déjà un échec total. Bon, nous espérons, bien qu'il y ait aussi un accord à Washington, l'accord qui opposait le RDC et le Rwanda, à la façon dont les choses évoluent, comme je l'avais dit auparavant, nous sentons déjà des bonnes choses, nous voyons le bout du tunnel, et ça serait une bonne chose que tout ce qui est en train d'être acté, si nous les voyons se réaliser. Parce que nous devons savoir, déjà en Afrique, il y a beaucoup d'accords qui ont été signés, mais ces accords n'ont été profitables que sur papier et non sur terrain. Vous allez voir même le principe des Doha. C'était acté, c'est un cessez-le-feu. Sur papier c'était parfait, c'était beau à voir. Mais moins d'une semaine après sur le terrain, rien de tout ça. Des paroles en l'air. C'est pourquoi je dirais, si tout ce qui est en train de se dire, tout ce qui est en train de se concrétiser, venait à se réaliser sur terrain, ça serait une bonne chose pour la RDC parce que cela va instaurer déjà une paix durable. Parce que le but de tous ces accords, la RDC cherche à gagner la paix. La RDC cherche à gagner une paix durable. Une paix durable et une paix totale, pas une paix en partie parce que il y a l'Est qui n'est pas en paix, qui est dans les désordres, mais une autre partie, on ressent quand même la paix. Et là, ce n'est pas la paix que nous recherchons. Nous recherchons une paix totale sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Et si toutes ces choses venaient à se concrétiser et nous les voyons se réaliser sur les terrains, cela donnera à la RDC déjà une paix durable, une paix totale, et voire même, comme le confrère l'avait dit, on ne peut pas réorganiser une armée pendant la guerre, parce que vous serez sous pression, vous allez faire les choses à la hâte, vous allez faire les nécessaires, voire même la raison pour laquelle il y a eu des Ouazalés, des personnes non formées, qu'on leur a donné des armes, parce que c'était la guerre. Parce que si c'était en temps de paix, il y aurait eu un processus qu'on allait leur faire suivre pour se former conformément comme des soldats. Et je dirais, ça serait une bonne chose, déjà pour réorganiser aussi notre armée. Parce que le temps de paix qu'on aura, que ces accords vont nous profiter, nous aussi nous en profiterons pour réorganiser notre armée, afin que même si la communauté internationale jouait encore les malices comme il est fait avec nous de temps en temps, nous-mêmes, nous pourrons être capables d'assumer cette responsabilité-là, d'assurer la paix sur les territoires de notre pays. Donc, tous ces accords sur papier, sur les dires qui se disent, oui, si nous pouvons y croire, si nous pouvons espérer, la RDC sera gagnante. Merci beaucoup, Monsieur Obed Dalula. Alors, c'est par ces mots que nous clôturons aujourd'hui notre numéro de l'émission Le Décryptage. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous à notre prochain numéro. Au revoir.